Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. La première adjointe au maire d'Abomey-Calavi était ce mardi dans le marché de l'arrondissement de Togba, une visite qui entre dans le cadre d'une tournée entamée dans les marchés de la commune d'Abomey-Calavi. Conférence de presse des conseillers du bloc républicain de la commune d'Abomey-Calavi ce mardi. Ils fustigent la gestion du maire Angelo Arwandino. Et puis la phase orale et sportive du BPC 2021 prend fin ce mercredi. Les candidats admissibles à cet examen affrontent les épreuves orales depuis hier. Bienvenue à toutes et à tous. Thérèse Cora, première adjointe au maire d'Abomey-Calavi, a effectué une descente au marché de Togba ce mardi dans le cadre d'une tournée entamée dans les marchés de la commune d'Abomey-Calavi depuis environ 3 semaines. Le point avec Anno-Mori Agua et Romaric Deouchi. Accueillie par les femmes du marché de Togba dans la cour de l'arrondissement, la première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi explique ici les raisons de sa visite. L'État fait des investissements dans chaque marché de notre commune. Ces investissements, c'est pour permettre à la commune de maximiser les ressources propres. Voilà. À notre arrivée, nous avons constaté que les ressources s'amenuisent de jour en jour. Pour parier à ce regressement, c'est là où nous avons pris la décision pour descendre dans tous les marchés de notre commune pour voir ce qui freine la mobilisation des ressources propres de notre mairie au niveau des marchés. Des hangars construits à grands frais sont abandonnés par manque de certaines commodités. Le marché n'est pas suffisamment assaini et ne dispose pas de latrines. Après avoir effectué le tour du marché, la première adjointe au maire parle de ses remarques. À l'intérieur du marché, j'ai fait un bilan à mi-parcours des investissements. Mais j'ai constaté que le travail n'est pas fini. Il y a encore de l'espace où on peut ériger les magasins, les commodités qui manquent, comme les toilettes, les fosses septiques, les endroits où il faut même ériger des grands magasins de stockage dans les marchés pour sécuriser les produits que les bonnes dames amènent parce qu'elles ne peuvent pas à tout moment faire les va-et-vient avec les produits. Il faut un grand magasin de stockage, ce qui manque dans le marché. Il manque aussi le marché un peu insalubre. Il faut l'entretien, il faut l'éclairage, le gardiennage. Tout ça là, en restant au bureau, on ne peut pas se rendre compte de ça. Thérèse Cora s'est ensuite entretenue avec la responsable et les vendeuses du marché de Togba. Pierre Gbeyon, chef d'arrondissement de Togba, présent à cette rencontre, lance ici un appel au gouvernement. Nous profitons de votre caméra pour demander au chef de l'État, Patrice Talon, de moderniser comme les autres marchés, le marché de Togba. Nous avons besoin de marchés modernes comme les marchés de Wando et autres dans notre territoire, dans l'arrondissement de Togba. Ce fut l'occasion pour la première adjointe au maire de sensibiliser les femmes sur les mesures de lutte contre la COVID-19. Elle les a par ailleurs exhortées à payer leurs taxes. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. La gestion du maire Angelo Arwandino n'est pas du goût des conseillers communaux du bloc républicain réunis mardi au Centre Business Promotion Center à Abomey-Calavi. Ils ont exposé plusieurs raisons qui justifient leur désaccord et surtout la mesure d'abstention à l'unanimité contre l'examen et le vote du collectif budgétaire gestion 2021. Écoutons Brice Adonon et Florent Ezrou, tous conseillers communaux BR à la mairie d'Abomey-Calavi. Un rapport d'activité retrace tout ce que le maire a fait pendant une période d'arrêt.
comprenez avec nous que nous ne sommes pas au conseil communal pour bloquer le maire dans son élan de développement. Nous sommes là pour l'accompagner et pour l'aider à bien gérer les deniers publics. Dans le rapport d'activité, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec l'orthodoxie financière. La preuve est qu'il y a une activité dans ce rapport qui dit que tous les chantiers de construction de modules de classe et de hangars dans les marchés ont été réceptionnés à 100%. Cela veut dire que les travaux sont finis et que les prestataires ont été payés. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Parce que même des CA, je vous dis, et comprenez que ces CA sont UP, même des CA ont fustigé cette phrase dans le rapport d'activité en disant que sur le terrain, les travaux sont abandonnés et inachevés et qu'ils n'ont pas connaissance de l'achèvement de ces travaux-là. Donc, si déjà des CAUP disent cela, nous, conseillers de la minorité, nous n'avons pas intérêt, nous avons porté des observations, nous avons demandé au maire d'aller sur le terrain et de voir si réellement ce que les CA ont dit était justifié. Les mêmes personnes en session qui crient, qui voient la vérité, au lieu de dire à leurs frères, le maire pour dire voilà, parce que chacun veut se faire de l'argent pour aller faire faro. En dehors de tout ce que nous parlons, on parle de quoi? Vous-même, vous avez eu à faire les enterrements dans les cimetières de Ouida, de Cotonou. Vous n'avez jamais vu un privé s'occuper des cimetières de PK14 ou de Sommet? Vous n'avez jamais appris ça? Mais voilà quelque chose qui a été érigé par les fonds de la mairie. Cimetière, c'est construit par les fonds de la mairie. Ailleurs, vous avez le régisseur, vous allez au PK jusqu'à aujourd'hui. Les gens travaillent là jusqu'à ils ont vieilli. Les vieux là, ils sont encore là au PK 14. Les agents, c'est les agents envoyés qui sont à la mairie de Cotonou. Que les agents qu'on a recrutés, qui vont souvent à la retraite même, qui confectionnent des fausses. Vous allez, vous payez, à la caisse, vous amenez le numéro et on vous montre votre fausse pour faire ce que vous devez faire. Ici, à Calavi, on crée, malgré le nombre d'agents que nous avons, qui se promènent mais qui ne font rien, on crée, on va fabriquer un truc de contrat. À qui encore? À des individus conseillers comme nous. À des individus conseillers comme nous. Antoine Adoukonou, membre fondateur du Bloc républicain, fait une lecture de cette sortie d'un conseil du BR de la mairie. Et l'invité de Corneille Haïssé sur l'émission Matin Eden. Je suis financier de formation, je suis économiste financier, donc c'est pas facile pour moi d'entendre des chiffres et commencer par réagir. Sinon que les conseillers nous ont présenté une situation, si on allait tenir compte que des chiffres, une situation pas trop reluisante, mais je dis tous ces chiffres, il faut puisque si j'ai le budget devant moi, je peux mieux apprécier. Je ne peux pas, en tant que spécialiste des chiffres, prendre les chiffres en l'air seulement et opiner. Mais ce que j'observe, ce que je peux dire de façon globale, c'est que j'ai un message à adresser au maire. Parce que au terme des dispositions des lois sur la décentralisation, c'est le conseil communal qui est l'organe délibérant de la commune. La loi n'a pas parlé d'une majorité qui est délibérante, d'accord? Donc, même si nous avons une majorité écrasante au sein du conseil communal, cela ne nous empêche pas d'écouter la minorité. Parce que si j'ai pu bien comprendre ce que les conseillers ont dit, il ne s'agit pas... D'abord, il ne s'agit pas d'une minorité de blocage. C'est-à-dire, quel que soit, puisque nous sommes 18 au conseil communal,
même si tout le monde vote contre le maire aura toujours les moyens d'avancer puisque nous sommes 18 sur 49. Donc cette minorité, elle n'est pas une minorité de blocage pour se permettre de bloquer le maire. Cette minorité a accompagné le maire pendant au moins 1 an. Mais si au détour d'un collectif budgétaire, d'une session extraordinaire où il y a 15 points inscrits à l'ordre du jour, ils ont voté pour 14 points. Et ne serait-ce que sur le seul point du collectif budgétaire, si ces conseillers estiment qu'il faut faire quelques amendements en votant par abstention, je crois que on ferait mieux quand même de les écouter. Puisque avec tout ce que nous avons entendu, c'est un peu ahurissant si les chiffres tels que c'est annoncé là doivent se confirmer comme ça. Je pense qu'il y a mal donné. Au registre éducation, les candidats admissibles à l'examen du BEPC qui ont fait le modèle long sont évalués ce mercredi, soit en allemand ou en espagnol. La phase orale et sportive de cet examen est effective depuis mardi. Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan sont allés se convaincre de l'effectivité du déroulement de cette deuxième phase du BEPC au Collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Les candidats admissibles au BEPC 2021 ont démarré ce mardi 6 juillet la phase orale et sportive de l'examen. Pour le compte de cette journée, seuls les candidats de la série modèle court sont concernés. Ils subissent l'épreuve orale en anglais. La sœur Florence Laourou, chef centre au Collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, nous donne plus de précisions. Ce matin, nous avons commencer les épreuves orales en suivant la programmation qui a été faite par la direction départementale. Donc nous recevons toute cette journée les candidats ayant composé en modèle court dans les centres du CG Begamin, CG d'Antopa, CG Collège Notre-Dame des Apôtres, CG Saint-Rita et CG du Lac. Modèle court ce matin. Demain, nous allons recevoir les candidats ayant composé dans les mêmes centres, mais cette fois-ci en modèle long. Nous avons eu les listes des candidats admissibles et comment dit-on, les fiches et les tests sur lesquels ils seront interrogés. Donc les surveillants interrogateurs aussi étaient là. À 7 heures déjà, nous avons essayé de faire le dispatching, de répartir les candidats par rapport au nombre de professeurs interrogateurs que nous avons et nous les avons disposés dans les salles de classe. Donc les candidats passent et ils subissent l'interrogation, ils émagent pour prouver qu'ils sont là et puis ils rentrent chez eux, quitte à aller composer l'épreuve sportive demain. Visage décontracté, les candidats, après leur passage devant l'examinateur, tiennent le même langage. Ça s'est bien passé. Quelques-uns d'entre eux ont accepté de se prêter à nos questions. Ça s'est très bien passé. Premièrement, je me suis présentée et il m'a demandé dans quelle école j'étais. Donc je lui ai répondu quel âge j'avais. Après, il m'a donné une partie du test à lire. Et c'était tout. Dans l'ensemble, c'est bon. Ça s'est bien passé. Il nous a posé des questions basiques, mon nom, mon âge, d'où je viens. Enfin, c'était abordable, c'était pas compliqué. Ça s'est bien passé, il n'y avait pas de questions. C'était facile, c'était abordable. Pour moi, il m'a posé des questions personnelles. What's your name? Who are you? What are you? Les candidats de la série modèle long planchent demain, mercredi 7 juillet 2021. Et dans le même registre, la correction des copies du baccalauréat session de juin 2021 a démarré le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national au CEG Nokwe de Cotonou. L'un des centres de correction, 456 correcteurs et contrôleurs sont retenus pour apprécier 60 000 copies. Le superviseur général du centre Eloge Agbossou nous donne plus de précisions. Il est au micro de Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan. Nous avons eu d'abord une réunion avec les présidents de sous-commission. À cette réunion, nous avons rappelé les instructions, la procédure, leurs responsabilités dans
la correction, parce que les présidents de sous-commission ont sous eux les contrôleurs et les correcteurs. Chaque contrôleur a sous sa responsabilité 4 correcteurs. Nous avons donc au total, nous avons 7 ateliers, ateliers de français, mathématiques, SVT, histoire géo, PCT et français. Nous avons 7 ateliers ici. Après ces petits exercices, qui sont des rappels nécessaires au bon fonctionnement de la correction, les différents ateliers ont fait ce que nous appelons le corrigé type. L'Office leur a donné un canevas dans leur discipline et de façon consensuelle, ils vont refaire le corrigé type pour que chaque correcteur puisse maîtriser son corrigé type. Et ils ont fait ensuite, presque dans tous les ateliers, une ou deux corrections communes pour que tout le monde maîtrise la procédure de correction, le barème et ce qu'il faut pour qu'il y ait l'équité, pour qu'un candidat ne soit pas lésé, pour que nous ayons un bon bac comme toujours. L'opération est prévue pour durer suivant les ateliers. Il y a les ateliers de 4 jours qui vont finir dans 4 jours, les ateliers de 5 jours et les ateliers les plus lourds, français et philosophie, ils ont 6 jours. Après ça, notre équipe va se mettre à saisir les notes. Après la saisie des notes, nous allons faire la simulation. Et après la simulation, la première délibération est prévue pour le 14 juillet. Le bac est fait pour le candidat moyen. Les épreuves ont été données pour que le candidat moyen puisse réussir. Sachant que les établissements ont fait leur travail, ont suivi les élèves pendant les cours et ont fait les exercices nécessaires, je crois qu'on peut rester optimiste. Et à la sortie des épreuves, les interviews auprès des candidats, ils ont presque tous dit que c'est très abordable. Gardons donc espoir pour que nous puissions dépasser les taux des années passées. L'actualité en France à présent, le pays doit se préparer à la guerre de drones. C'est ce que préconise un rapport remis par la Commission de défense au Sénat. Le document qui doit être présenté aujourd'hui précise les efforts fournis par la France pour faire face au conflit du 21e siècle. 58%, c'est selon l'AFP la proportion des frappes aériennes réalisées au Sahel depuis fin 2019 par des drones de combat, plus spécifiquement des MQ-9 Reaper fabriqués par l'américain General Atomics. C'est cet appareil que vous pouvez voir sur cette image du tarmac de la base aérienne française 101 à Niamey au Niger. Et Reaper, c'est pour faucheuse en français, parce que la guerre, c'est aussi une histoire d'armes avec des noms qui en jettent. Bref, 58% de frappes par drone, c'est dire la prépondérance de ces engins sur les terrains d'opération. Or, la France, l'une des premières puissances militaires au monde, reste encore aujourd'hui sous-équipée en la matière, comme l'avait déclaré sans appel la Cour des comptes l'an dernier. Alors que ces matériels sont en augmentation dans la plupart des forces armées, la France a tardé, malgré la solidité de son industrie d'armement, à s'équiper du fait de projets ponctuels, conduits sans vision stratégique cohérente sur le long terme. Aujourd'hui encore, malgré une accélération de la politique d'acquisition, le parc de drones militaires français reste limité, comparativement à celui d'autres pays comme le Royaume-Uni et sur certains segments vieillissants. Alors, selon le rapport du Sénat, l'Hexagone serait tout de même en train de corriger le tir, bon an, mal an. On apprend ainsi dans ce document que les Reapers devraient être progressivement remplacés à compter de 2028 par de nouveaux appareils longue portée. L'armée française accélère également l'acquisition de mini et micro-drones, des petits appareils légers et de courte portée qui seront dédiés à la reconnaissance et au renseignement. Sans compter les systèmes de défense anti-drones, y compris pour la protection du territoire national, parce qu'en France, le nombre d'appareils civils est passé de 400 000 à 2,5 millions aujourd'hui, en provoquant au passage quelques sueurs froides aux autorités. Par exemple, lorsque certains de ces engins ont été aperçus en train de survoler des sites sensibles, comme ici, il y a 3 ans, au-dessus de la centrale nucléaire du Bugey. Oui, il s'agit bien d'un drone déguisé en Superman qui s'écrase contre l'édifice. Il s'agissait d'une action de Greenpeace pour dénoncer les failles de sécurité autour des sites nucléaires. Alors on se demande tout de même si cela suffira à la France à s'adapter
s'adapter aux conflits du XXIe siècle, car comme l'indique le rapport, la guerre moderne, c'est celle du drone. Plusieurs conflits récents, non seulement la guerre au Haut-Karabakh en 2020, mais aussi les combats en Libye en septembre 2019 et la campagne turque dans le nord de la Syrie en mars 2020, ont été marqués par l'utilisation massive de drones tactiques et de petits drones, selon des modes opératoires nouveaux, pour pénétrer les défenses sol-air adverses et qui préfigurent les conflits de demain où les drones seront omniprésents. Et le cas du Haut-Karabakh a été riche d'enseignements. Cette guerre qui s'est déroulée à l'automne dernier en Transcaucasie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est l'un des rares conflits conventionnels de haute intensité, c'est-à-dire entre deux armées régulières qui mobilisent de très lourds moyens en hommes comme en matériel, chars d'assaut, avions de combat, artillerie, brouillage électronique, réseaux sociaux. Tout le dispositif militaire moderne a été employé et notamment les drones auxquels Bakou doit en partie sa victoire. Ce qui a donné la supériorité aux Azerbaïdjanais lors de cette guerre, c'est l'utilisation de toute la gamme des drones, de l'engin tactique en appui de frappes d'artillerie et aux troupes au sol, aux machines volant à haute et moyenne altitude pour effectuer des missions de reconnaissance dans le cadre d'une vraie campagne interarmée. Selon les données fournies par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales n'ont quasiment fait que croître depuis la fin des années 90, avec un creux dû à la crise de 2008. Les nations semblent anticiper un futur conflit de grande ampleur et les drones n'y seront pas étrangers. Espérons que la France aura terminé de se moderniser. L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en face meure pour le sien. Une phrase du général Patton, mort en 1945. 3/4 de siècle plus tard, à l'ère des armes aériennes sans pilote, cette formule demeure plus que jamais d'actualité. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.